J'ai coupé cette vidéo en deux parties. Une première partie où je remets le bilan de tout ce qui s'est passé de l'étude préliminaire sur les 4 ruches test pour l'hiver 2020-2021 et jusqu'en octobre 2021. Et cette partie dure 9 minutes. Pour ceux qui connaissent déjà cette partie, je vous invite à passer directement à la deuxième partie du bilan de l'expérimentation sur l'hivernage des ruches à l'échelle nationale qui a commencé en octobre 2021 et jusqu'à mi-avril 2022. On va buzzer et se régaler avec notre invité ce matin. On reçoit Xavier Dumont, apiculteur au rucher de Cantegril à Toulouse. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour Xavier, soyez le bienvenu sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir pour faire découvrir bien nos auditeurs l'expérience dans laquelle vous êtes lancé, une expérience en fait pour lutter contre la mortalité des abeilles. Alors ça s'appelle l'hivernage. Avant de nous donner un peu les résultats les premiers résultats de cette étude, en quoi ça consiste finalement, Xavier? Si vous voulez, moi je suis apiculteur. J'ai été apiculteur quand j'étais jeune, entre 20 et 30 ans, et j'ai connu les hivers il y a 40 ans. J'ai changé de métier, j'ai travaillé en recherche médicale, et j'ai repris les abeilles à la retraite, en pré-retraite, et je me suis aperçu que j'avais des mortalités anormales que je n'aurais jamais eues à 40 ans. Et je me suis dit quelle est la différence, et la différence pour moi c'était les températures d'hiver qui sont beaucoup trop douces actuellement. Et qu'est-ce que justement le fait que ces températures à l'hiver soient plus douces, ça entraîne quoi justement par rapport à l'abeille et en quoi ça peut provoquer une surmortalité? Simplement parce que comme les abeilles sont prévues génétiquement pour vivre plus longtemps l'hiver, elles naissent pendues à l'automne, elles naissent avec plus de graisse, et donc elles sont prévues pour vivre en léthargie, c'est-à-dire à l'intérieur de la ruche sans sortir elles peuvent survivre comme ça pendant 6 mois. Avec le redoux, elles sortent de plus en plus souvent. Et quand elles sortent, elles s'épuisent à chercher du nectar qu'il n'y a pas, parce qu'il y a quand même quelques fleurs maintenant en hiver, malheureusement, et heureusement par d'autre côté, mais pour les abeilles, elles s'épuisent à chercher du nectar. Donc progressivement, pendant tout l'hiver, la colonie se diminue, se dépeuple. Voilà. Et donc elles perdent en vitalité, parce que en sortant, elles utilisent leur graisse qui leur servirait à survivre pendant tout l'hiver. Et ensuite, le deuxième facteur, c'est que comme il y a du redoux, la reine continue à pondre. Et donc il y a beaucoup plus de couvains l'hiver qu'avant. Et donc ça donne la porte ouverte au varroa, qui est un parasite du couvain. Et donc du coup, le varroa prolifère, et ces deux facteurs font qu'il y a plus de mortalité pour moi. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a tous les pesticides. Mais... Bien sûr, hein, ouais. Mais vous avez remarqué en tout cas, notamment, ces deux aspects qui sont un peu plus méconnus, peut-être. Alors du coup, vous avez décidé de faire une sorte d'hiver forcé, un petit peu, de les mettre justement voilà. À l'hiver forcé. Donc un hiver artificiel, je dirais, et forcé, oui. Donc pas conséquent. Oui. Et donc tout simplement, je me suis dit, je savais, les apiculteurs savent en général que en Canada, ils hivernent les abeilles en cave dans ce qu'ils appellent ils font des énormes hangars, ils peuvent mettre jusqu'à 4000 abeilles dans le noir et à 5 degrés. Et qui contrôlent. Et moi je me dis je vais faire la même chose, mais ce sera plutôt pour protéger les abeilles du chaud plutôt que contre le froid comme font la deuxième chose, c'est que je me suis dit qu'il fallait les sortir de temps en temps pour éviter qu'elles puissent faire leurs besoins. Et voilà, donc je les ai mis en cave, dont en fait c'était un garage, il n'y a pas besoin d'une cave, c'est un garage, il faut que ça soit dans le noir complet. Et pendant 70 jours, je les ai mis là-dedans. Et les résultats, ça donnait quoi du coup? Les résultats ont dépassé mes espérances. Alors, pendant l'hivernage, pendant 70 jours, j'ai fait toutes les comptabilités, c'est-à-dire j'ai compté le nombre d'abeilles qui mouraient, et j'ai compté la quantité de miel consommé, et j'ai regardé ce couvain. Donc pendant 70 jours, dans l'obscurité, la cave, le garage était entre 0 et 10 degrés, parce que la température n'est pas constante, mais les abeilles, il n'y avait pas de couvain. Donc déjà le varroa est tombé, donc il y avait déjà beaucoup moins de varroa. Pas de parasites ou peu, ouais.
beaucoup moins de varroa, et les abeilles sont ressorties au bout de 70 jours avec une pêche incroyable. Il y a des vidéos c'est vraiment incroyable. Et surtout, donc, la mortalité pour la ruche la plus forte, ça a été de 5 abeilles par jour, sur 70 jours, ce qui est ridicule. La colonie la plus faible, qui avait 1200 abeilles à l'entrée de l'hivernage, a perdu une abeille par jour, 70 jours. Donc elles ne sont pas du tout dépeuplées, elles sont restées en très forte vitalité, et elles ont peu consommé de miel, et donc elles sont reparties du feu de Dieu. Donc, et au 10 avril, pour vous dire, les 3 ruches les plus fortes avaient 45 000 abeilles à net, c'est-à-dire tout le corps était plein de couvains, et ils avaient en moyenne 23 000 abeilles vivantes. Et du coup, résultat, malgré qu'il ait fait mauvais temps comme sur toute la France pendant 1 mois et demi, j'ai fait la récolte et j'ai pas fini. Je vais arriver au moins à 60 kilos par ruche. 60 kilos par ruche. Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà. Et alors aujourd'hui, vous cherchez d'autres apiculteurs pour réaliser une expérience à plus grande échelle, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que je n'avais pas de témoin. Je suis entre guillemets scientifique. J'ai travaillé en recherche en génie génétique et donc en expérimentation animale aussi. Et donc je n'avais pas de témoin. Donc par exemple, quand je dis qu'il y a une super récolte de miel, c'est une réalité. Mais ce n'est pas le seul facteur. Mes ruches, elles sont seules dans un grand rayon. Donc s'il y a des fleurs, elles en profitent en totalité. Oui. Il y a déjà ça. Et ensuite, je les ai bien suivis, c'est-à-dire j'ai évité toute erreur. Comme je les ai suivis expérimentalement, je les ai bien suivis. Donc j'ai évité, par exemple, il y a la ruche la plus faible aurait pu mourir de faim, mais je les nourris ce qu'il fallait pour qu'elle ne meure pas de faim. Donc la ruche, j'ai fait un meilleur suivi des abeilles. Et ensuite, il y avait eu, autour de chez moi des champs qui étaient en culture conventionnelle, c'est-à-dire en blé et tout ça, qui sont devenus en friche. Donc j'ai eu plus de fleurs en plus. Oui. Donc je ne sais pas exactement la proportion du bénéfice de la mise en cave. J'ai jamais fait en 10 ans autant de miel par ruche. Jamais. Voilà. En tout cas, appel lancé pour les apiculteurs qui nous écoutent sur Sud Radio. Je donne le mail sur lequel ils peuvent justement vous joindre. C'est le rucher de Cantegril @orange.fr. C'est bien ça? C'est cela, ouais. Et ben voilà, le rucher de Cantegril @orange.fr. Oui, dites-moi. Alors je voudrais juste dire que pour l'expérimentation, j'ai eu de contact avec énormément d'apiculteurs, parce que depuis l'année dernière, je fais la promo de ça, j'essaie de faire venir des apiculteurs. Et donc, on peut rentrer dans l'expérimentation sous 3 formes d'hivernage artificiel. Ouais. Donc le premier, c'est la mise en cave ou dans un garage. Hein. Oui, comme j'ai fait, voilà. Le deuxième, c'est, il y a un apiculteur il n'avait pas de cave, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que je peux faire. J'ai dit, en discutant tous les deux, on a décidé de faire quelque chose qui est complètement contre-intuitif en fait. On a dit, tu essayes de mettre tes ruches qui sont dans un rucher normal, mais tu mets l'entrée vers le nord et tu les mets à l'abri du soleil. Donc il a fait ça, il avait 7 ruches, elles sont toutes vivantes, elles sont du feu de Dieu. Donc ça marche. La troisième, c'est quoi? Et la troisième, c'est simplement pour ceux qui ont beaucoup de ruches, des apiculteurs professionnels et qui ont des transpalettes, c'est plus simple pour eux. Ils les mettent sur un versant nord, c'est-à-dire que le rucher sera sur un versant nord. Les abeilles ne vont pas recevoir le soleil, elles ne seront pas réchauffées par le soleil. Et il faut en plus occulter l'entrée pour qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre, et ça marche parce qu'il y a eu une grosse expérimentation qui s'appelle Innovapi. Pendant 3 ans, ils ont comparé des ruches entre elles sur le critère de la lutte contre le varroa. Ils ont testé les produits par rapport à notre produit. Mais par contre, ils se sont rendus compte qu'il y avait un rucher qui était systématiquement pendant 3 ans et qui avait moins de varroa et plus de récolte, et ce rucher était sur le versant nord. C'est déjà vérifié, mais si on fait sur un plus grand nombre, ça va être encore mieux. En tout cas, on peut aller sur le site internet, on peut aussi vous envoyer un mail, le rucher de Cantegril @orange.fr. Je le répète, Xavier Dumont, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio Apiculteur près de Toulouse. Merci à vous Xavier et très bonne journée. Conclusion intermédiaire à la mi-avril sur l'expérimentation sur l'hivernage des ruches. L'expérimentation a commencé à l'automne 2021 pour finir début avril 2022. Il y avait 47 apiculteurs qui étaient inscrits en décembre 2021. Certains n'ont pas donné suite ou ont dû sortir de l'expérimentation pour diverses raisons. D'autres ont dû arrêter parce qu'ils avaient leur ruche trop infestée par le varroa à l'entrée de l'hiver. Parmi ceux qui avaient mis les ruches en cave, quelques-uns ont dû aussi arrêter car n'ayant pas suivi les recommandations du protocole, ils ont eu des problèmes et perdu des abeilles, voire des colonies.
Pour ne pas avoir des biais expérimentaux qui pourraient fausser les résultats, ont été exclus des chiffres qui suivent toutes les ruches témoins et essais en cave, entrée au nord ou nord, qui nous ont été déclarées mortes pendant ou après l'hivernage, soit du varroa, soit orphelines. Ces mortalités n'étant pas directement liées au mode d'hivernage, il fallait les exclure. La mise en hivernage artificiel ne peut pas sauver des ruches trop infestées par le varroa avant l'hiver, et évidemment ne permet pas non plus de ressusciter une reine d'une ruche orpheline. Il reste donc 30 apiculteurs, dont 3 professionnels, pour lesquels nous avons des données pour un total de 523 ruches, dont 280 laissées dans les conditions de témoins, c'est-à-dire ruchées en versant ensoleillé, des entrées recevant le soleil et entrées non occultées. Le nombre de ruches essais dans l'expérimentation par apiculteur va d'une ruche à 130 ruches pour le plus impliqué. Les ruches sont réparties sur l'ensemble de la France, comme on peut le voir sur la carte, et d'une manière, on n'en a pas tout à fait au nord de la France, mais c'est quand même intéressant d'avoir un tel échantillon. Les altitudes du rucher variaient de 2 mètres à 1000 mètres. La durée de la mise en hivernage artificielle a duré, selon les apiculteurs, de 46 jours à 150 jours en fonction des lieux géographiques et de l'altitude. Ceux qui ont fait des durées les plus longues, évidemment, c'est ceux qui avaient des hivers les plus rigoureux, les plus longs, c'est-à-dire dans le nord ou dans le Jura. Dans les 243 ruches essais, il y a 30 ruches en cave, dont 6 avec témoins homologues, c'est-à-dire comparables réellement au niveau chiffré, 158 ruches entrées au nord, dont 19 avec témoins homologues, et 55 ruches en ruchers au nord, dont 5 avec témoins homologues, communs avec des ruches entrées au nord. Comme on le voit, il n'y a pas eu beaucoup de ruches témoins homologues. La majorité des apiculteurs ayant peu de ruches ne pouvaient pas avoir de témoins homologues crédibles, fiables, et surtout la plupart ont préféré mettre toutes leurs ruches en hivernage artificiel dans l'espoir de ne plus perdre autant de colonies que les années précédentes. Il n'y a donc pas eu assez d'apiculteurs qui ont participé en suivant strictement le protocole, à savoir faire la méthode Coleval pour suivre les colonies, avec des témoins valides, et faire une surveillance du varroa par une méthode rigoureuse comme le prélèvement du couvain. Ça n'a pas permis une approche scientifique chiffrée qui nous aurait permis de voir l'influence précise des modes d'hivernage sur la santé des colonies. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont eu des chiffres, informations chiffrées intéressantes et crédibles, et cela nous a donné, au cas par cas, l'intérêt de l'expérience et des paramètres des différents types d'hivernage. Au niveau des températures, en Haute-Garonne, j'avais relevé pendant l'hiver 2020-2021, c'est-à-dire l'année dernière, l'année précédente, les températures dans mon rucher, situé à 200 mètres d'altitude, en Haute-Garonne, il y avait eu 49 jours sur 70 à plus de 12 degrés. Cet hiver qui a été plus rigoureux, au lieu de 49 jours sur 70, il n'y a eu plus que 30 jours sur 70 à plus de 12 degrés, pour lesquels les abeilles sortaient plus facilement. Cet hiver a été plus rigoureux aussi d'une manière générale que les années précédentes dans toute la France, et donc plus propice à la santé et la survie des colonies. Cela supposait qu'il n'y aurait pas ou peu de différence significative entre les ruches témoins et les autres. Ce qui a été vrai en partie, notamment pour les ruches entrées au nord. Le nombre de jours où les températures ont dépassé les 12 degrés, température propice à la sortie des abeilles, a été de 1 jour sur 70 en Haute-Savoie, par exemple, à 57 jours sur 70 dans le Var, où les abeilles ont pu sortir. Je parle des ruches témoins. Au niveau de la nosémose, contrairement à nos craintes, il y a eu peu de cas de mortalité, en fait. Pour les ruches en cave, pour prévenir les risques de nosémose, on avait préconisé de faire une sortie en moyenne toutes les 3 semaines, par crainte d'avoir cette maladie. Mais certains n'en ont pas tenu compte et n'ont pas pu sortir leurs ruches dans ce délai à cause de longues périodes de froid, et donc les ruches ont été souvent tenues à l'intérieur pendant plus d'un mois d'affilée.
Le record a été battu par un apiculteur qui, ayant mal au dos, a laissé ses ruches dans sa cave 104 jours sans les sortir, persuadé que ça ne poserait pas de problème, et il a eu raison puisqu'il n'a pas eu de traces de dysenterie. Il n'a été signalé que 2 cas de ruches qui ont eu un peu de dysenterie pour les ruches en cave, mais cela sans préjudice pour ces colonies. Pour un des cas, l'apiculteur attribue cela non pas à la mise en cave, mais plutôt à la dernière mielée tardive sur le sapin. Au niveau de la rosémose, par rapport aux ruches entrées au nord, il n'y a eu en fait qu'un seul cas de mortalité, une seule ruche signalée malade de la nosémose et qui en est morte sur 158 autres ruches entrées au nord. Dans le même rucher que cette ruche, il y avait 14 autres ruches qui n'ont pas été malades de dysenterie. Donc cette ruche était vraiment un cas particulier. Et l'apiculteur pense que ce cas de nosémose était dû à ce que cette ruche a séjourné sur un emplacement très humide, sans préciser pourquoi. Pour les ruchers au nord, il n'y a pas eu de cas de nosémose signalé. En conclusion, par rapport à la nosémose, on peut dire qu'il y a vraiment peu de risques d'avoir de la nosémose ou de la dysenterie en pratiquant ces modes d'hivernage artificiel, même en laissant les ruches en cave sans les sortir pendant une très longue période. Nous avons créé 2 fichiers questionnaires que les apiculteurs ont dû remplir pour participer. Il y en avait un pour l'inscription et un pour la saisie des données sur les ruches. On voit un fragment du fichier de données à saisir pour les ruches. À partir de ces fichiers, grâce à des programmes informatiques créés pour l'expérimentation, nous avons pu en extraire les réponses et les compiler dans des tableaux récapitulatifs sur lesquels nous avons travaillé pour faire des comparaisons ou poser des questions sur telle ou telle partie des données. C'est le deuxième graphe en dessous comme exemple. Les résultats de l'expérimentation à la mi-avril. On a fait une étude globale simplement pour voir, et c'était pour nous le plus important, la mortalité pendant l'hivernage. Comme nous l'avons déjà dit plus haut, les ruches orphelines et celles mortes du varroa ont été exclues de ces chiffres. Mais elles ont été répertoriées par contre dans le listing étudié à l'étude des données sur le varroa que nous verrons dans la deuxième partie des résultats. La plupart des ruches orphelines étaient des essaims nus dont l'apiculteur ne connaissait pas l'âge de la reine, ou des essaims irrémérés à l'automne avec une reine qui n'a pas pu être fécondée ou très mal fécondée. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Sur les ruches essais, il n'y a eu que 2 ruches mortes, une en cave, une entrée au nord, et celle entrée au nord, c'est celle qui est morte de la nosémose. Donc 2 ruches sur 243 de mortes, donc 0,8% de mortalité, alors que sur les ruches témoins, il y a eu 10 fois plus de mortalité, puisqu'il y a eu 7% des ruches mortes sur 280. Donc il apparaît clairement, sur cet échantillon du moins, qu'il y a de l'intérêt à mettre les ruches en hivernage artificiel, et que c'est une bonne option pour préserver les abeilles de la mortalité hivernale. Si on rentre dans le détail au niveau des 3 statuts différents d'hivernage. Pour les ruches en cave, je rappelle que quelques apiculteurs, 7 apiculteurs en fait, qui avaient 40 ruches au total dans l'expérimentation, ces apiculteurs ont dû arrêter de participer à l'expérimentation car ils ont eu des problèmes du fait de ne pas avoir respecté les recommandations du protocole. Soit ils ont fermé les ruches, soit la cave a été trop chaude, au-dessus de 10 degrés pendant trop longtemps, soit l'obscurité n'était pas complète. Certains même ont cumulé les 3 problèmes et ont eu d'ailleurs beaucoup de mortalité et perdu parfois même des colonies entières. Cela n'a fait que confirmer que lorsque de la mise en cave, il est fondamental que la température soit inférieure à 10 degrés, que l'obscurité soit complète et totale, et que l'on doit impérativement laisser les ruches ouvertes, au moins pour les grosses colonies. Ne pas respecter ces critères, c'est donc réellement prendre des risques. Une grande majorité des apiculteurs ont remarqué que les colonies sont ressorties très vigoureuses et ont bien redémarré hormis les régions où le temps a été très mauvais après la sortie de la cave. Tous les expérimentateurs de cette mode d'hivernage sont convaincus de l'intérêt de cette méthode. Il y en a un qui a eu un problème pour ces 2 couples de ruches en cave avec témoins.
les résultats n'étaient pas clairs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le premier couple, il ne connaissait pas l'âge de la reine, donc son couple n'était pas valide. En fait, quand j'ai relu les données, son couple n'était pas valide, n'aurait pas dû être entré dans l'expérimentation. Et dans le deuxième cas, a priori, les reines étaient du même âge, et donc là, c'était crédible. Et il y a eu pour ce couple-là une meilleure sortie de l'hivernage pour les témoins que pour la ruche en cave. Par contre, tous les apiculteurs recommenceront l'année prochaine la mise en cave de leur ruche. Pour les ruches entrées au nord, contrairement aux craintes que l'on pouvait avoir, il n'y a eu pratiquement aucun signalement de perte d'abeilles les jours de retournement à 180 degrés, les abeilles retrouvant l'entrée inversée assez rapidement, en 1 heure ou 2 maximum. Seul un apiculteur m'a dit qu'il avait perdu une poignée d'abeilles, mais en fait, il avait retourné les ruches. Un jour, il faisait frais, très froid, et donc les abeilles se sont un peu frigorifiées, et une petite quantité d'abeilles n'a pas retrouvé l'entrée. On a quelques résultats chiffrés pour les ruches entrées au nord. Tous les apiculteurs ayant des témoins ont constaté que les abeilles des ruches tournées au nord sortaient plus tard des ruches, en moins grand nombre, et surtout pendant un laps de temps beaucoup plus court, et la différence de comportement avec les ruches témoins était d'autant plus importante que le soleil brillait. Par contre, s'il n'y avait pas de soleil et que la température était montée au-dessus de 12 degrés, la différence était moins significative, comme on pouvait s'y attendre. Plus on monte en altitude ou en latitude, moins les différences de comportement étaient flagrantes, sauf en cas de neige, comme nous allons le voir. Les apiculteurs qui ont remarqué le plus de différences sont ceux qui, justement, ont eu beaucoup de neige. Les abeilles des ruches témoins, attirées dehors par la luminosité amplifiée par la réverbération du soleil sur la neige, sortaient beaucoup plus. En s'éloignant de la ruche, les abeilles s'engourdissaient rapidement et la plupart ne sont pas revenues à la ruche, d'où une décroissance de la population par rapport aux ruches tournées au nord, dont les abeilles ne sortaient pratiquement pas. Et là, c'est encore un avantage que j'avais pas anticipé, que j'aurais pu anticiper. La grande majorité des apiculteurs sont convaincus par la méthode des appréciations sur l'intérêt de la mise entrée au nord, mais c'est plus mitigé que pour la mise en cave. Les apiculteurs sans avis sont ceux qui ont beaucoup traité contre le varroa et donc ne peuvent dire si la méthode a permis de lutter contre le varroa. Il était précisé dans le questionnaire que si un apiculteur estimait ne pas avoir suffisamment d'éléments pour donner un avis, il devait s'abstenir d'en donner un. Cependant, tous les apiculteurs qui ont mis les ruches entrées au nord recommenceront l'année prochaine. Au niveau des ruches mises dans les ruchers au nord, on a eu juste un résultat chiffré sur 5 ruches. C'est le même apiculteur qui avait mis des ruches en entrée au nord et des ruches en ruchée au nord, et il avait les mêmes témoins, et pour lui, les ruches entrées au nord et les ruches mises en ruchée au nord ont eu un bénéfice aussi grand dans les deux cas par rapport aux ruches témoins. Par rapport à l'évaluation des apiculteurs sur la méthode, dans ce mode d'hivernage, les expérimentateurs, ils sont tous unanimes sur l'intérêt de cette méthode d'hivernage. Cette méthode avait été déjà testée en fait de manière indirecte dans l'expérience Sinovapi, comme je l'ai dit dans la première partie de cet exposé, qui consistait à comparer l'efficacité de 2 traitements contre le varroa, l'amiltrase versus l'acide oxalique avec prélèvement du couvain de mâle. Ils avaient remarqué, chiffre à l'appui, qu'un des ruchers avait moins de varroa et plus de récoltes que les autres, indépendamment des traitements, et c'était justement un rucher hiverné en versant nord qui ne voyait pas le soleil. Et comme dans tous les autres, et comme dans les 2 autres modes d'hivernage, ces apiculteurs recommenceront l'année prochaine, et même sur la totalité de leur ruche. Par rapport aux résultats que nous avons eus sur le varroa, sans surprise, on voit que sur les colonies qui n'avaient pas été traitées du tout, la mortalité a été très importante. Ne pas traiter contre le varroa, ne rien faire contre le varroa,
c'est s'exposer à un grand risque de mortalité dans ces ruches. Au niveau du traitement au thymol, dans ce petit échantillon, il y a apparemment une grande efficacité du thymol, mais ce n'est qu'un petit échantillon à l'échelle nationale sur des plus grosses études. Il a été prouvé que l'efficacité du thymol tourne autour de 80%. Au niveau des traitements à l'acide formique seul ou l'acide oxalique seul, on voit des échantillons de mortalité quand même importante pour ces deux produits. Mais en fait, c'est le reflet d'un phénomène de résistance du varroa quand on utilise le même seul produit sans en changer pendant plusieurs années de suite dans un même rucher. Il y avait en effet un apiculteur qui traitait depuis 4 ans à l'acide formique, uniquement à l'acide formique, sur ses 120 ruches, et la mortalité a augmenté chaque année pour atteindre cette année 20%. Donc il a créé sur son rucher une résistance du varroa à l'acide formique. Un autre apiculteur qui traitait lui à l'acide oxalique pendant plusieurs années a eu 23 ruches mortes sur ses 168 ruches. Par rapport à la mitraze, on voit que c'est le traitement encore actuellement le plus efficace. Il n'y a pas eu de... Et donc notre échantillon va dans ce sens. Mais il y a de plus en plus de cas de résistance déclarée dans la France entière, notamment en Haute-Garonne. On a eu une communication du GDSA de Haute-Garonne pour ça. Pour les traitements à l'acide oxalique conjoints à la mitraze, sur plusieurs années en fait, on s'aperçoit qu'il y a étonnamment plus de mortalité alors que l'on utilise la mitraze quand même. Mais ces ruches, une grande partie de ces ruches ont été traitées plusieurs années de suite de la même manière, acide oxalique plus la mitraze, et on voit qu'il y a quand même des ruches qui sont mortes de varroa cette année alors qu'ils avaient eu ces deux traitements conjoints. Donc le varroa est capable de résister à même à deux produits utilisés conjointement, surtout si c'est fait sur plusieurs années. En conclusion de ce que je viens de décrire, sur l'hivernage des ruches. Si l'on regarde le taux de mortalité en varroa et perte de la reine des ruches, témoins versus les ruches essais, il y a eu environ 10 fois plus de ruches mortes chez les témoins que parmi les ruches en cave, entrées au nord ou nord. Pourtant, l'hiver ayant été plus rigoureux que les années précédentes, nous ne nous attendions pas du tout à un résultat aussi encourageant. De plus, les quelques résultats chiffrés et cohérents que nous avons eus et les observations faites par les apiculteurs vont dans le même sens, sauf un cas sur une ruche et son témoin dans les ruches en cave. Cela n'est donc pas étonnant que tous les apiculteurs expérimentateurs, en fonction de leurs connaissances, de l'historique de leur rucher et de ce qu'ils ont observé, aient déclaré vouloir refaire l'année prochaine le mode d'hivernage qu'ils avaient choisi sur la totalité de leur ruche, ou du moins sur un plus grand nombre que cette année. De plus, les résultats et observations faites ont permis de valider les recommandations émises pour les 3 types d'hivernage dans le protocole, de les faire évoluer et même pour certaines de les simplifier, comme diminuer le nombre de sorties pour les ruches en cave. L'expérimentation a permis aussi de vérifier que certains points sont sans effet négatif, contrairement à des craintes que l'on pouvait avoir, comme le risque de nosémose ou de perte d'abeilles lors de retournement des ruches. Par rapport au varroa, comme les chiffres le prouvent, les traitements contre le varroa engendrent assez rapidement des phénomènes de résistance aux molécules utilisées, surtout si on utilise tous les ans les ou les mêmes produits. Il est donc impératif de varier le plus souvent possible le traitement. L'avenir de la lutte contre le varroa ne peut pas être uniquement dans les traitements chimiques, bio ou pas, contre lesquels le varroa est capable de s'adapter, mais plutôt en utilisant des biotechniques plus durables, certainement à long terme, ou du moins en utilisant 2 formes de lutte conjuguées, chimique et biotechnique. Comme traitement biotechnique, on peut citer la suppression et ou la destruction du couvain de mâle et la suppression du premier cadre de couvain d'ouvrière après une longue période d'absence de ponte de la reine. Ces 2 méthodes, je les avais préconisées dans le protocole. Je n'ai pas pu les détailler dans cette vidéo, mais je le ferai plus tard en bilan final sur les quelques chiffres que j'aurai des personnes qui auront utilisé ces 2 méthodes.
Il y a évidemment d'autres méthodes biotechniques comme l'encagement de la reine, conjoint avec un traitement à l'acide oxalique, le chauffage à 42 degrés, qui est une technique répandue en Suisse et dans les pays du Nord, pour nommer que celles-ci, qui ont fait déjà leurs preuves. Toutes les molécules employées, en bio ou non, sont en fait des poisons. Si on augmentait les doses, on tuerait les abeilles. La mitrase en tête, bien sûr, qui étant le plus délétère. Il est remplacé par des méthodes plus douces et moins délétères, et est indispensable donc à mon humble avis. Je terminerai en disant qu'il y a eu au cours du mois de mars 2 ruchers de 4 et 6 ruches, un dans l'Ardèche et un dans l'Aube, qui ont été décimés certainement par des désherbants. Toutes ces colonies, toutes fortes après avoir passé l'hiver en cave, sont mortes en même temps, en 2 ou 3 jours, au désespoir des 2 apiculteurs qui avaient participé à l'expérimentation. Les abeilles jonchaient le plateau de la ruche et le devant de celle-ci. Il ne faut donc pas oublier que les produits phytosanitaires peuvent être, par effet direct, à l'origine de pertes importantes pour les apiculteurs. Mais il ne faut pas oublier non plus que ces produits phytosanitaires ont des effets diffus dus à leur présence dans l'eau de tous les cours d'eau. Cela a été démontré clairement scientifiquement, déjà au moins pour le glyphosate, mais j'en parlerai dans une autre vidéo.